La cybercriminalité, par exemple, va augmenter, la façon d'obtenir un prêt sera très compliquée, donc justement, il faut utiliser l'agenda pour pour savoir quel jour demander votre, crédit. À contrario, pour quand même terminer avec une note positive, l'élément feu est très fort l'année prochaine, ce qui veut dire que tout ce qui est, les métiers de création, les artistes, que ce soit l'écriture, chanteurs et cetera, va être très florissant. Le premier principe qu'on enseigne généralement aux praticiens, c'est qu'il faut prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit. Et donc, le bon endroit, c'est le feng shui donc, qui va nous le donner. La bonne décision, ce sont nos propres actions, les choix qu'on va faire dans telle et telle circonstance qui vont nous permettre de favoriser ou pas une activité qu'on souhaite lancer. Et au bon moment, ça c'est justement l'agenda qui va pouvoir vous utiliser. Et bon moment, entre autres, on entend par là justement utiliser les cycles naturels, que ce soit les saisons ou les cycles lunaires. Donc ça rejoint un peu effectivement ce dont Ophélia parlait juste avant. En quoi cet agenda almanach est-il un livre pas comme les autres? Parce que c'est pas un livre comme les autres. Déjà, c'est pas vraiment un livre, donc on va pas pouvoir vraiment le lire. Donc il y a une petite introduction d'une quinzaine de pages, mais c'est plutôt un outil personnalisé, personnalisable, que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année. Donc soit comme un carnet, je ne vais pas dire un carnet intime, mais plutôt un carnet de bord. Imagine par exemple, il y a quelques mois, un drame se passe, je me permets de prendre ton exemple avec le toit ou le ciel qui tombe dessus, si on peut dire encore comme des ça. Morceaux derrière moi. Voilà. C'est vrai qu'il y a sans doute une explication du point de vue des 5 éléments. Donc, quand on parle métaphysique, on parle principalement de l'aspect yin et yang, mais également des 5 éléments. Donc, peut-être que ce jour-là, ça vaudrait la peine d'aller vérifier si tu étais en conflit avec les éléments. Bon, là, le faire directement en live, c'est un peu compliqué parce qu'il faut d'abord étudier ton propre thème astrologique qui est basé sur ton année, ton jour et ton mois de naissance et surtout l'heure de naissance aussi. Mais c'est vrai que vivre au rythme de la nature, comme je disais, et prendre les bonnes décisions au bon moment, surtout le bon moment, c'est l'agenda qui va permettre de le faire. Donc, d'une part, on peut l'utiliser comme un carnet de bord. Si on sait, par exemple, ou qu'on n'a pas encore vraiment l'habitude, c'est vraiment le premier conseil que je donne généralement, c'est d'observer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Si on a une bonne nouvelle, ben, on le note, par exemple, dans l'agenda. Au fur et à mesure qu'on va pratiquer et utiliser et personnaliser son agenda avec des anecdotes personnelles, on va pouvoir en déduire à la fin de l'année quels sont par exemple les jours qui peuvent être favorables pour ta personne. Donc si tu constates qu'à chaque fois que tu as une bonne nouvelle, ça peut être une journée qui appartient à l'élément astrologique du rat par exemple, ou quand on parle plutôt au niveau élémentaire, tu peux très bien avoir une bonne nouvelle qui te tombe dessus une bonne ou mauvaise nouvelle qui te tombe dessus un jour feu. Et donc, plus tu vas compiler ces informations-là, plus tu vas toi-même réussir à déterminer quels sont les éléments qui te sont favorables et ceux qui le sont un peu moins. Donc ça, c'est vraiment un des premiers buts d'utilisation de l'agenda. Donc, si vous n'avez aucune notion, c'est par la déduction que vous faites de vos propres actions, de ce qui se passe dans votre vie. Mais sinon, si vous avez quelques notions et que vous pouvez déterminer vous-même, vous allez pouvoir planifier bien en amont, par exemple, des événements qui sont importants dans une vie, par exemple, un déménagement, se fiancer, se marier, partir en voyage, parce que tout ça, ce sont des formules que j'ai reprises, qui ont été condensées dans l'agenda sous forme d'icônes. Et donc, c'est vraiment un outil qui est à la fois abordable aux personnes qui n'y connaissent rien, à condition bien sûr de lire l'introduction qui vient avec le livre, parce que souvent les gens, surtout au début, quand c'est la première fois, me disent « j'ai acheté l'agenda, mais je ne sais pas comment l'utiliser ». Et donc la première question que je leur pose, d'accord, pas de souci, je suis là pour vous aider, mais est-ce que vous avez déjà lu l'introduction? Et 9 personnes sur 10 vont me dire « ben non ». Bah oui, mais tout est marqué au fait dans l'introduction, donc c'est vrai que c'est un outil qui peut être utilisé que ce soit pour un débutant ou même les personnes avancées. Cet agenda almanach, je m'y suis plongé, je n'y connais pas grand-chose, on va pas se mentir, et j'ai l'impression, c'est mon petit ressenti, qu'on galère un peu au début
peut-être, mais que plus on l'utilise, cet outil, et pas ce livre, plus on s'investit et plus on en tire du profit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la quantité d'investissement qui fait qu'on peut en retirer des choses, même quand ça paraît un peu abstrait. Et je voulais justement ton avis, est-ce que c'est tout public? Et que pourrait-on dire aux personnes qui, en nous écoutant, en parlant des éléments des jours feu, du rat et des choses comme ça, auraient peut-être un peu peur et se dire « Oula, c'est pas pour moi, je passe sur autre chose ». On pourrait les rassurer, ces personnes-là, où il faut vraiment Oui. s'investir? Alors, je pense que, comme dans toute chose, tout est question. Enfin, on obtient plus vite le succès en étant investi dans la tâche qu'on poursuit, déjà d'une part. Donc, c'est avec toute pratique pareil. Si tu te mets à la guitare et que tu joues une fois par mois la guitare, ben, tu vas moins vite avancer que quelqu'un qui joue 3 heures par jour aux cordes. Donc, c'est vrai que l'investissement est important. Je ne parle pas forcément d'un investissement financier, mais un investissement plutôt personnel ou temporel. Et pour quelqu'un qui aurait peur, sans vouloir me jeter des fleurs, enfin pour les personnes qui me connaissent, et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'en parle jamais au salon Polar, j'ai beaucoup de mal à me mettre moi-même en avant. Je suis plutôt une personne de l'ombre qui préfère mettre les autres personnes sous les feux des projecteurs. Mais malgré tout, dans le milieu de la métaphysique, les écrits que je fais, que ce soit sous forme d'agenda ou avec le blog que je gère aussi, ou avec les outils qui vont venir l'année prochaine, on me salue toujours. La remarque ou le commentaire positif qui revient souvent, c'est que j'arrive à rendre une matière qui est en théorie ou semble indigeste, je la rends accessible à tout le monde. C'est vrai que quand on ouvre l'agenda et qu'on voit les idéogrammes chinois qui apparaissent, ça peut faire peur au début. Mais logiquement, il a été compilé, constitué de telle façon à ce que les personnes peuvent l'utiliser dès le premier jour. Bien sûr, il y a, comme je disais, la première étape va bien sûr être de lire l'introduction au début, comme je le disais déjà juste avant. Et il y a en tout environ une quinzaine de formules qui sont reprises dans l'agenda. C'est clair que je ne vais pas vous conseiller, dès la première année d'utilisation de l'agenda, d'essayer de les compiler toutes. Donc, vous pouvez très bien déterminer quelle est votre année de naissance, ça tout le monde la connaît, et vous savez peut-être qu'il y a un animal chinois, un dragon, singe, chèvre, cheval, etc., qui va être lié à cet élément ou cette année de naissance. Et donc ça, pareil, si vous n'avez aucune idée de comment calculer ça, soit vous avez le calculateur sur le blog, ou dans l'agenda, vous avez une feuille qui reprend toutes les années de naissance avec l'animal en question qui est lié à cette année de naissance. Et rien que ça, quand vous allez utiliser, après parcourir les pages, imagine Fred, tu connais ton animal de naissance de ton année? Alors j'ai coq et cochon. Je ne sais plus lequel. Attends, je l'ai noté. Je l'ai noté, je ne l'ai absolument pas noté là. Coq et cochon. Coq et cochon, donc, deux animaux, donc tu as dû voir sans doute l'année et le mois. Oui. Partons du principe que tu es cochon. On va plutôt prendre coq. Quelqu'un de plus... c'est quelque chose de plus fier, on va dire. Donc imagine que coq. Ouais, cochon, ça me va. Hein. Voilà. Pour un homme, c'est oui. Effectivement, quand on dit à quelqu'un tu es cochonne, ça fait pas du tout le même effet. Mais disons que tu es cochon effectivement, mais dans l'agenda, tu vas avoir une des formules qui est utilisée qui va te montrer pour chacun des jours de l'année si le petit mot cochon est indiqué en couleur, ça veut dire que ce jour-là est positif pour toi. Si, à contrario, il est indiqué en noir, ça veut dire que cette journée-là sera plutôt difficile à traverser. Et s'il est mis en gris, cette journée-là sera plutôt neutre. Donc, comment utiliser cette formule qui est, en somme toute, est quand même très simple? C'est tout simplement, si tu as un événement important, par exemple, imagine tu tiens un commerce où tu dois lancer une nouvelle activité ou tu veux lancer un livre, par exemple, tu vas toujours essayer de privilégier une date à laquelle ton signe astrologique de l'année est indiqué en couleur. Parce que les énergies de cette journée-là vont soutenir l'animal en question. Il y en a plus qu'un par jour, mais vont soutenir ton animal de naissance, par exemple. Déjà, rappelez-vous la phrase que je vous ai donnée au début, prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit.
au bon moment, c'est justement l'agenda qui vous aide. Et donc, si vous allez privilégier une journée où votre signe astrologique est marqué en couleur, ben déjà, vous avez un tiers de votre chance ou un tiers de l'énergie qui va vous soutenir dans cette action-là. Donc oui, pour revenir à ta question, c'est utilisable par tout le monde dès le début. Tout dépend du nombre de formules que vous voulez utiliser. Après, au fur et à mesure, moi j'ai beaucoup d'étudiants ou de lecteurs qui l'utilisent et d'année en année, ils me disent « Ah, j'ai rajouté telle formule cette année, j'ai rajouté telle formule. » Et le but, au fait, c'est d'aller, comme vous me connaissez, je suis quelqu'un de très gourmand, donc souvent j'utilise l'image du millefeuille. Donc la métaphysique, pareil, c'est comme un... Pour moi, c'est un millefeuille. Plus vous allez superposer les couches, plus vous allez superposer les strates ou les feuilles, plus la pratique ou la vie vous sera... vous semblera plus agréable. Est-ce que tu veux dire un mot de ce qu'il faut comme information pour pouvoir remplir le calculateur, pour peut-être guider les personnes qui s'y connaissent moins? Alors, tout simplement, votre année de naissance, donc, enfin, votre date de naissance, généralement, tout le monde la connaît. L'heure de naissance n'est pas obligatoire. Ça donne plus d'informations, plus de détails dans une analyse, mais déjà si vous avez l'année, le mois et le jour de naissance, vous allez pouvoir déterminer déjà 75%, donc ou 75% pour nos amis français qui nous regardent, de votre thème. Il faut savoir que votre date et heure de naissance vont constituer ce qu'on appelle les 4 piliers de la destinée. Et donc les 4 piliers de la destinée, c'est tout simplement un pilier qui va être dédié à l'année, un deuxième au mois, un troisième au jour et un dernier, un quatrième à votre heure de naissance. Mais donc, si vous avez déjà votre anniversaire, donc par exemple, si vous dites je suis né le 6 février 1982, ben, avec ces 3 informations-là, 6 février 1982, le calculateur va pouvoir vous montrer exactement les 3 piliers qui vous concernent et qui vous concerneront à vie. Et vous allez pouvoir constater que dans ces 3 piliers, dans la partie du bas, il y a toujours un animal qui apparaît. Donc souvent on dit en Europe, ah je suis dragon parce que je suis né dans l'année du dragon, ah je suis chèvre parce que je suis né dans l'année de la chèvre. Mais il faut savoir que vous avez jusqu'à la possibilité de 4 animaux différents qui gouvernent votre thème. Et quand on dit, c'est par exemple, si on dit oui je suis chèvre, comment va être mon année? Ok, ça va vous donner juste un quart de l'information de votre année, de votre chance sur l'année. Mais ça va pas tenir compte de l'animal qui gouverne votre mois, de l'animal qui gouverne votre jour et de l'animal qui gouverne votre heure. Donc ok, ça vous donne un bref, comme un avant-goût de comment sera l'année. Mais par exemple, si vous venez vers moi en tant que consultant avec des questions plutôt d'ordre relationnel, c'est plutôt donc relationnel dans la sphère intime, privée, donc les amis proches ou le conjoint ou la conjointe, c'est plutôt le jour de naissance qui va être important pour moi plutôt que l'année de naissance. Donc c'est pour ça qu'un calculateur comme celui qui est repris, Kiko l'a repris dans le chat, vous allez voir quel est les 3 animaux ou les 4 animaux, si vous connaissez également l'heure, qui gouvernent votre thème. Petite question très pratico-pratique sur ce calculateur. On demande donc le nom et prénom ou simplement le prénom quand on demande le nom dans le calculateur. Les gens sont... Peu importe. Peu importe. Enfin, ça ne va pas calculer avec les lettres ou les prénoms ou des choses comme ça? Non, ce n'est pas un calculateur qui est basé sur la numérologie. Donc, même si vous avez envie de mettre Tartampion, ça ne va rien changer. Vous pouvez faire le test si vous voulez, de mettre test votre vrai nom ou Tartampion. Tant que la date et l'heure de naissance que vous mettez est la même, vous allez toujours avoir le même thème. Ce qui est important aussi, c'est le sexe, homme ou femme. Parce que la première partie du tableau sera identique, mais la partie inférieure, en bas de page, sera différente. Donc, n'oubliez pas de mettre le sexe aussi. Et j'insiste, le sexe à la naissance. Parce que parfois, au jour d'aujourd'hui, il y a des techniques qui existent qui permettent aux personnes de changer de sexe, mais c'est le sexe à la naissance que vous devez incorporer dans les calculs. Alors, juste une mini anecdote, parce que c'était hier, c'est très drôle, je préparais ta venue ici, et j'ai été rechercher les vieux carnets de mes parents
pour savoir à quelle heure j'étais né. Je savais pas du tout. J'avais une vague idée, mais j'avais pas les minutes, j'avais l'heure. Et sincèrement, ça m'a replongé dans plein de souvenirs. Voilà, et je trouvais, rien que ça, c'était déjà un beau moment que ton livre m'a permis. C'est complètement anecdotique, mais je me suis rappelé de plein de choses, ça m'a fait plaisir. Notamment que j'avais réveillé ma maman en pleine nuit, et ça m'a beaucoup fait rire, j'étais déjà un chieur. L'introduction du livre, tu le disais, elle est très importante. Au départ, on est sur des questions voilà, un peu générales, mais pour poser les bases pour les personnes qui, comme moi, pataugent un peu. Et on voit que ça peut parler à tout le monde, donc c'est très très chouette. Cette introduction d'une quinzaine de pages, on y retrouve par exemple les essences. Alors vu que j'aime les exemples concrets, hein, vous savez, j'ai une date complètement aléatoire qui m'est venue, à savoir le 10 février. Alors c'est pas du tout aléatoire vu que c'est la date de sortie officielle de mon nouveau roman Le Malheur des uns. Je cherche un peu les problèmes avec un titre pareil, ok, mais sur l'agenda, dans les essences, on retrouve réussite. Et ça, moi, j'aime bien. Alors, après, je me suis dit, il faut quand même aller voir ce que ça raconte. Elle signifie quoi, cette essence réussite? C'est pour prendre un exemple parmi toutes les essences, mais pour vous montrer à quel point, au niveau des jours, ça peut être super intéressant à découvrir cet agenda. Donc, pour parler des essences, au fait, il faut savoir qu'il y en a 12 en tout, donc 12 essences de l'énergie. Et donc, la réussite, c'est un des noms qui a été donné en français pour un jour. Donc, vous pouvez avoir une journée équilibrage, stabilité, ouverture, fermeture, péril, destruction et donc aussi réussite. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que je fais un clin d'œil à ton livre. Malheureusement, on ne maîtrise pas tout dans la vie et c'est une date qui est imposée par le diffuseur. Mais c'est vrai que c'est un diffuseur qui est très ouvert à l'ésotérisme et à la métaphysique. Donc, j'ose espérer que maintenant, vu que ça fait plusieurs années que je leur fais la remarque, qu'ils peuvent en tenir compte. Donc, effectivement, un jour réussite, comme le mot le dit, c'est un jour qui est favorable et qui permet de, quand on lance un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau commerce, une ouverture, ou qu'on veut entamer une nouvelle relation, qu'on ouvre un compte Tinder par exemple, c'est que cette énergie que vous allez mettre dans cette action, dans cet événement, va déjà, au moment où vous lancez cette initiative, va déjà être couronné d'une bonne énergie. Vous allez être soutenu par les énergies. Donc, quand je parle d'énergie, il faut toujours garder en tête, donc vous connaissez peut-être le mot Qigong par exemple. Le Qi dans Qigong, c'est le même Qi que énergie en français. Donc, tout parle d'énergie. Quand on regarde Avatar par exemple, c'est pareil, il parle d'énergie. Quand on regarde les chevaliers du zodiaque par exemple, quand ils font brûler leur cosmos, ça parle d'énergie. Quand on parle en Inde du mot prana, en Polynésie du mot mana, ce sont tous des synonymes pour le mot énergie. Je suis quasi sûr, il faudra peut-être voir avec Ophélie si elle est encore là, que le mot énergie, même en basque, doit exister, parce qu'au fait, toutes les cultures à travers le monde, et je suis désolé, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, quand toutes les cultures et civilisations à travers le monde parlent de la même chose en utilisant parfois des mots qui sont différents. Et donc, ça nous montre quand même que quelles que soient les origines, les couleurs de peau, les pensées, les croyances, les religions, etc., on parle tous de la même chose en utilisant d'autres mots. Qu'on aille dans un temple bouddhiste, qu'on aille dans un temple indien, qu'on aille dans un temple, une église catholique ou une cathédrale, on fait toujours brûler de l'encens. Alors, quel que soit l'encens peut être différent d'un pays à l'autre, mais on a tous les mêmes pratiques. Donc, on parle le même langage. Donc, le mot réussite, c'est tout simplement que ce jour-là, le Qi qui va gouverner, donc l'énergie qui va gouverner l'année, est une énergie qui est propice au lancement de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Et donc, dès le moment où cette activité va être lancée ce jour-là, il y a déjà cette activité qui va être infusée de l'énergie du jour. Même si l'action même ne va pas forcément se faire sur une journée, comme par exemple, imagine, tu te dis, ok, je vais débuter l'écriture de mon nouveau roman, donc pas celui qui va paraître, qui est déjà en cours, mais un nouveau. Si tu débutes cette idée, genre tu vas mettre le premier mot ce jour où tu choisis dans l'agenda un jour favorable, cette action d'entamer l'écriture ce jour-là va déjà être
bénéfique va être porté par les énergies. Donc ça risque d'être moins laborieux ou problématique tout au long de ce processus, parce que tu te doutes bien, un livre, on ne l'écrit pas en un jour, mais le jour où l'activité prend son début ou démarre est vraiment important. Pareil pour quand on achète une nouvelle maison et qu'on décide d'emménager dans la nouvelle maison, la première nuit qu'on va passer dans cette maison-là, donc on va vraiment rester dormir sur place et le lendemain on va allumer par exemple la machine à café. Cette première nuit qu'on passe dans la nouvelle maison est importante aussi. Je t'ai reçu l'année dernière dans la boîte pour préfacer brièvement l'année du dragon de bois. Tu avais parlé d'une année qui allait déménager. Bingo, en plein dans le mille, j'ai envie de dire. Toi, que retiens-tu de cette année du dragon de bois? Et puis on parlera évidemment de celle qui nous occupe aujourd'hui, le serpent de bois. Alors, c'est vrai que la version 2025 a beau déjà être sortie dans le commerce et dans les librairies, il faut savoir que l'année du dragon continue jusqu'au 3 février 2025. Donc, il nous reste un peu plus de 2 mois, jour pour jour, à traverser dans cette année du dragon. Les années des dragons sont de façon générale, donc il y a 5 types de dragons. Un dragon de feu, un dragon de bois, un dragon de terre, un dragon de métal et un dragon d'eau. Et chacun de ces 5 types de dragons ne va pas avoir les mêmes prévisions ou ne va pas quand même connaître la même charte énergétique. Cette année du dragon de bois donc 2024 était particulièrement mouvementée dans le sens où, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il suffira de revoir la vidéo de l'année dernière pour augmenter encore de 3000 à 3002, si on peut dire. C'est que le dragon appartient aux éléments, aux animaux de terre. Et donc, comme il y a cette particule de bois qui est là pour 2024, il faut imaginer que le bois de cette année, c'est comme un chêne, contrairement au bois de 2025, qui est plutôt comme une brindille. Donc, le chêne du dragon de 2024, vous voyez, le chêne, c'est un arbre qui est difficilement déménageable. Et donc, il faut imaginer que c'est quelque chose qui est bien ancré, bien enraciné dans le sol. Et donc, pour faire bouger un chêne, il faut déjà y aller fort. Donc, ça veut dire que généralement, ce sont des personnes qui sont assez têtues dans leurs idées, etc. Et ce chêne de l'année 2024, par ses racines qui sont dans la terre, va complètement fissurer cette terre du dragon. Donc, le dragon de 2024 était une énergie qui était assez volatile, si je peux dire, était assez fragile, instable. Et comme je disais, les années dragons, de façon générale, sont des années de transformation. Sauf que cette année, c'était beaucoup plus le cas encore, parce que cette terre était vraiment fragilisée par ce bois qui fragilisait justement cette terre. Donc, année de changement dans tous les domaines, une année de préparation aussi qui nous amène à l'année 2025, qui sera plutôt une année de mutation. Souvent, quand on voit, donc il y a une différence pour moi, oui, en transformation et mutation. Transformation, généralement dans la vision plutôt occidentale de la façon dont on va représenter un dragon, souvent on va voir un animal qui crache du feu avec les griffes qui sont sorties, etc. Comparé au dragon asiatique qui est plutôt avec son dos et son corps qui est tout courbé. Imaginez, je ne sais pas si vous avez des fans du Chevalier des Zodiacs ici, mais le tatouage de Shiryu dans le dos, vous voyez toujours le dragon avec son dos qui est tout bien sinueux, etc. Donc cette image est beaucoup moins violente, si on peut dire, que celle qu'on a l'habitude ici en Europe de la représenter. Donc ça, c'était vraiment une année de transformation de par cette énergie dragon. Et l'année 2025 sera beaucoup plus vouée ou dédiée plutôt à la mutation. Donc tout ce qui a été mis comme transformation cette année va porter ses fruits pour en 2025. Donc imaginez, contrairement au dragon qui est quand même un animal qui est très imposant, le serpent est un animal qui est beaucoup plus petit déjà de par sa taille, qui est beaucoup plus sinueux aussi, et qui, à un moment donné, va imaginer le serpent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand il change de peau, il mue complètement, donc il laisse son ancienne peau derrière lui,
pour se renaître, si on peut dire. Donc, l'année 2025 peut également être vue comme une année de renaissance, de transmutation, effectivement. Et là où c'est aussi différent, donc ça a beau être 2 années bois qui se suivent, le bois de 2024 n'est pas le même bois que 2025. Pourquoi? Parce que là où le bois de 2024 était un bois yang, donc fort, massif, etc., qui est bien enraciné, qui ne bouge pas, le bois de 2025, c'est plutôt comme un petit buisson ou comme une brindille. Donc vous voyez la brindille, contrairement au chêne, quand le vent va souffler dans le chêne, ben, le chêne, limite, il va s'écraser, il va tout écraser ce qui est en dessous et aplatir ce qui est en dessous. Alors que la brindille, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Elle va bouger. Si le vent vient de droite, ben, elle va suivre la mouvance du vent. Si le vent vient par là, ben, elle va aller par là. Donc ça, c'est la différence entre les deux sortes de bois. Quand on utilise cette image et ce symbole de ce bois yin, donc beaucoup plus souple, l'année va être beaucoup plus, en théorie, va être beaucoup plus souple que 2024. Et je dis bien en théorie parce que, comme je vous l'avais dit juste avant, il n'y a pas qu'un animal qui caractérise l'année 2025. Ça va peut-être nous amener trop loin pour en parler aujourd'hui, mais lors de la conférence, justement, on va étudier ça en détail. Il y a 4 animaux en tout qui gouvernent l'année. Et le fait de parler de l'année du serpent, c'est juste 1/8 de l'information sur toute la charte énergétique de l'année 2025. Il faut savoir, j'imagine que ça va être une de tes prochaines questions, comme d'habitude, à quoi peut-on s'attendre en 2025? Pas du tout. Une question, je réponds pas alors. Je l'ai gardé pour la fin, mais tu peux y répondre si tu veux. Mais si tu Donc, à quoi peut-on s'attendre dans cette souplesse de mutation? Alors la souplesse, j'ai d'abord donné quelques bonnes nouvelles quand même. Donc cette souplesse, cette transmutation, cette spiritualité qui va être de plus en plus présente. On en parlait justement avec Ophélie avant aussi de spiritualité. Donc elle va s'installer de plus en plus. Du côté un peu plus négatif ou aspect à craindre, quand on étudie la charte complète de 2025, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments eau qui apparaissent. L'élément eau apparaît quand même assez fréquemment. Donc c'est une eau yin. Donc l'eau yin en métaphysique et en astrologie chinoise va être rattachée à la pluie. Donc on peut s'attendre à avoir pas mal de risques d'inondation, d'éboulement de terrain, etc., à cause d'intempéries liées à l'élément eau. On peut aussi s'attendre, je ne vais pas casser l'ambiance, donc tu me prépares déjà une autre question si tu veux. On peut aussi s'attendre à des problèmes liés au déplacement en train, par exemple, des accidents avec des trains qui impliquent des trains. On peut s'attendre aussi, comme l'élément métal est assez quasi même pas présent, enfin si est présent, mais quasi inexistant l'année prochaine. Ça veut dire que tout ce qui est rattaché à l'élément métal peut apporter des problèmes l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les secteurs bancaires, les demandes de crédit, la cybercriminalité, par exemple, va augmenter. La façon d'obtenir un prêt sera très compliquée. Donc, justement, il faut utiliser l'agenda pour savoir quel jour demander votre crédit. A contrario, pour quand même terminer avec une note positive, l'élément feu est très fort l'année prochaine, ce qui veut dire que tout ce qui est les métiers de création, les artistes, que ce soit l'écriture, chanteur, etc., va être très florissant. Question idiote, mais est-ce que c'est pas parfois compliqué d'entamer une journée en sachant que nous ne sommes pas soutenus par les énergies? Alors, non, ça c'est la... Enfin, c'est une des leçons des tranches horaires, rassure-moi. Oui, aussi, je peux. C'est une des questions les plus difficiles à traiter. C'est un sujet que j'apprends continuellement à mes étudiants et où je constate qu'ils ont parfois pas mal de mal à assimiler. C'est que les sciences métaphysiques sont là pour vous faciliter la vie.
sont pas là pour vous rendre la vie compliquée. Alors, j'ai beau être l'auteur de l'agenda Feng Shui, ce n'est pas pour autant que je vais dicter ma vie tout le temps par mon agenda. Donc, j'utilise l'agenda principalement pour des activités importantes, que ce soit les lancements d'un livre, un déménagement. Bon, on ne déménage pas tous les jours, mais pour vraiment des décisions qui vous impactent sur du long terme. Donc, se lever le matin et dire « Oh mince, ma journée est en noir, je ne vais pas aller bosser parce que je vais me friter avec tous les collègues. » Non, ça, parce que de toute façon, on est obligé d'aller travailler. Mais de toute façon, et tu l'as bien fait d'aborder, donc il ne faut pas se concentrer sur le négatif. Parce que dans chaque journée négative, il va d'office y avoir un côté positif, à savoir qu'il y a des tranches horaires sur la journée qui vont être porteurs de bonnes énergies et il faut essayer de mettre ces actions les plus importantes sur ces tranches horaires-là. Mais, comme je le dis, il ne faut pas se laisser guider par les énergies. Vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui de façon plutôt correcte, sinon on ne serait pas là tous ensemble en train de profiter de ce relancement de la boîte. Et le but n'est pas, maintenant que vous avez accès à ces connaissances, de vous rendre la vie plus compliquée et de vous créer un problème supplémentaire qui n'existait pas juste avant. C'est un peu ce que tu expliquais aussi sur la chance, qui a une définition très particulière chez les taoïstes. Alors je ne sais pas si tu as une version courte, peut-être pour les gens qui n'étaient pas là, avec cette définition de la chance qui est entre céleste, terrestre, humain. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça, cette vision de la chance aux personnes qui nous écoutent? En fait, j'en ai déjà parlé juste avant quand je parle de prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit. Donc la chance, d'après les taoïstes, est composée de 3 parties, une vision céleste, une vision humaine et une vision terrestre. Donc la vision terrestre, c'est le Feng Shui. Donc c'est votre environnement de vie ou votre lieu de travail qui va avoir une influence sur votre chance. Donc j'explique d'abord les différents et puis je donnerai un exemple. La chance humaine, c'est par vos propres actions que vous entreprenez que vous allez pouvoir agir sur un deuxième tiers de cette chance. Et la chance céleste, en fait, c'est l'énergie qui influence votre destinée, au fait. Et donc, c'est ce qui vous est attribué grâce à votre thème de naissance, de votre année et heure de naissance. Vous allez avoir un thème énergétique qui vous est accordé ou attribué, qui sera valable tout au long de votre vie. Et donc, ces 3 facteurs-là, prendre la bonne décision, ça c'est le facteur humain. Est-ce que je fais oui ou non cette chose-là aujourd'hui? Est-ce que je vais décider d'arrêter de fumer, oui ou non? Donc souvent je prends cet exemple-là parce que c'est le plus parlant. Imaginez que dans votre thème astrologique, il y ait déjà des indications d'attention, problèmes pulmonaires sont possibles chez vous. Donc ça c'est la destinée qui vous est donnée. Donc là, effectivement, les problèmes de santé, on peut, avec votre thème astrologique, dire précisément à quel moment ça peut apparaître, sur quel organe ça va toucher. Pourquoi? Parce que la médecine chinoise est basée également sur les 5 éléments. Et si on voit par exemple que l'élément métal est manquant dans votre thème ou qu'il est fortement affaibli, ça veut dire que l'organe qui est lié à l'élément métal dans la médecine chinoise, à savoir les poumons, peut être fragilisé aussi dans votre vie. Donc si vous savez déjà qu'à la base, vous risquez d'avoir un problème lié aux poumons ou à la respiration. Donc ça, c'est la chance céleste. Chance en chinois, ça peut être chance et malchance. Donc ça, c'est un peu le problème du mot chinois, c'est que c'est le même mot pour chance positive ou chance négative. Donc chance céleste, c'est l'exemple, les poumons sont déjà fragilisés. Vous prenez la décision, donc chance humaine, de continuer à fumer. Ben, ça veut dire que vous avez déjà 2 tiers, donc 66% de votre chance que vous bousillez en prenant la mauvaise décision de décider « Ah, je continue à fumer, mais je sais quand même bien que mes poumons sont fragilisés, mais j'en ai rien à faire, je continue. » Ben après, il ne faut pas s'étonner si des problèmes pulmonaires peuvent apparaître. Après, effectivement, votre environnement de vie ou votre environnement de travail peut soutenir ou au contraire influencer négativement cette santé fragilisée du point de vue du métal. C'est juste un exemple que j'ai donné là. Est-ce que tu as une anecdote ou un exemple où l'application du Feng Shui ou du Bazi a fait une différence notable? Par exemple en changeant quelque chose dans la disposition de sa maison, de son lieu de travail ou autre chose?
Alors oui, enfin, j'ai plein d'exemples. Je donne plein d'anecdotes pendant mes formations. Celle qui est la plus frappante, je la donne quasi à chaque conférence annuelle parce qu'en plus, la personne qui avait commis, entre guillemets, l'erreur, elle vient d'année en année depuis aux conférences. Donc, ça permet aussi de donner de l'eau à mon moulin, si je peux dire, ou de montrer que la personne, quand même, est là pour confirmer nos propos. Il existe, et c'est repris dans l'agenda aussi, certaines zones de la maison qui sont interdites à toute rénovation sur l'année. Et donc, les Chinois disent que si vous allez titiller cette zone dans la maison, donc ça correspond à un secteur, une direction cardinale particulière, en faisant des travaux, en accrochant un cadre, en accrochant votre nouvelle télé, en creusant dans le sol ou en abattant un mur, par exemple, vous allez déranger l'énergie défavorable qui se situe dans cette direction. Et donc, souvent, cette énergie qui est défavorable va vouloir se manifester d'une façon ou d'une autre dans votre vie pour vous montrer qu'elle n'est pas contente qu'elle a été dérangée. Et donc, cette personne-là, un peu, ça m'a fait penser à ta mésaventure là, il y a quelques semaines. Elle avait une fuite d'eau dans son toit et elle avait donc parce que c'était un couple, un homme et femme, il n'avait pas de choix que de réparer la fuite pour s'en débarrasser, sauf qu'ils se sont dit c'est pas grave, on va en profiter pour changer tout le toit, pas juste colmater la fuite. Sauf que cette maison-là, pendant cette année-là, était en conflit avec les énergies de la maison et donc en théorie cette maison était interdite de toute rénovation sur l'année. Bon, bien sûr, si après, en faisant des calculs, comme je dis, dans chaque chose négative, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en tirer. Et donc, même dans une année dite tabou pour les rénovations, on trouve toujours des zones sur l'année qu'on peut utiliser pour les rénovations. Sauf que eux, ils avaient complètement zappé, oublié. Donc, ils ont commencé à forer dans les zones où il ne fallait pas, creuser, enlever les toits, etc. Le toit était à peine installé. Qu'une semaine après, tout s'est effondré. Donc, et je leur ai dit, parce que du coup, l'année d'après la conférence, ils nous expliquent ça, et je leur ai dit, oui, mais je suis quasi sûr que vous avez, à l'époque c'était dans le secteur sud-est, que vous avez creusé ou commencé les travaux dans le secteur sud-est de votre maison. Et ils me disent, oui, comment tu sais ça? Je dis, parce que c'était un secteur tabou pour la rénovation cette année, et je suis quasi sûr que quand vous allez déranger cette énergie-là, c'est ce genre de problématique que vous pouvez créer. Donc ça, c'est quelque chose de négatif qu'on peut voir. Souvent, je dis aux gens, si vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, d'après les séances taoïstes ou les sagesses taoïstes, faites exactement l'inverse de ce qu'on vous préconise comme conseil et vous allez voir. Parce que souvent, les gens se rendent plus vite compte quand quelque chose de négatif se passe dans leur vie que quand quelque chose de favorable leur arrive ou leur tombe dessus. Donc, quand je dis attention, évitez de taper dans le nord cette année, allez amuser, mettez une batterie, exercez-vous à la guitare ou quoi dans le secteur nord et vous allez voir ce qui se passe. Donc souvent, les gens toucher la taque un peu trop chaude. Est-ce que c'est vraiment chaud? Voilà, ça marche bien. C'est un travail et une vigilance un peu de chaque instant, de tous les jours, d'adapter certains éléments de sa maison, de son lieu de travail en feng shui, ou bien c'est une fois de temps en temps, on fait un petit bilan, un petit check-up, et on repositionne certaines choses, on remet un peu d'un élément ici ou là, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus continu, où il faut être rigoureux? Alors, généralement, une fois par an, il faut faire une mise à jour, parce que les énergies changent. C'est comme dans le corps, on n'est pas en bonne santé tout le temps. La maison, c'est pareil. La maison n'est pas en bonne santé tout le temps, même si vous faites intervenir un consultant ou un décorateur d'intérieur, par exemple, la maison ne va pas rester en bonne santé tout le temps. Donc, vous allez devoir la réénergétiser, la réactiver, reprendre possession des lieux parfois. Et donc, il faut faire minimum une mise à jour par an aux alentours du Nouvel An chinois. Et c'est exactement ça le but, entre autres, de cette tournée annuelle de conférences que je fais, dont tu as parlé en début d'intervention. C'est pour guider les gens pas à pas, non seulement du point de vue astrologique, de quelles sont les prévisions pour leur propre signe ou les membres de leur famille, mais également dans leur maison, les secteurs qu'ils doivent surveiller ou mettre en place ou activer, par exemple, pour être soutenus du point de vue des énergies de l'année. Donc, je dis minimum une fois par an. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les 3 facteurs clés qu'on doit observer dans la maison.
à savoir la porte d'entrée, la chambre à coucher et la cuisine. Pourquoi? La porte d'entrée, c'est par là où rentre le chi dans votre maison. Donc, vous avez intérêt à ce que le chi qui rentre dans votre maison soit favorable tout au long de l'année. Deuxième facteur, c'est la chambre à coucher, parce qu'en moyenne, on passe un tiers de sa vie généralement à dormir dans les chambres. Donc, c'est quand même beaucoup, un tiers de sa vie à passer à dormir. Et puis, la cuisine, pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on prépare la nourriture. Et on dit, les taoïstes disent que on est ce qu'on mange. Donc, si vous préparez la nourriture et qu'il y a une énergie défavorable qui se niche dans votre cuisine sur un mois particulier, ben, cette énergie va se nicher aussi dans votre nourriture que vous allez avaler par la suite. Donc, généralement, je dis aux gens, et ça pareil, c'est quelque chose qu'on parcourt pendant la conférence, mais qui est également repris. Je ne sais pas si tu as vu les tableaux en annexe. Donc, pour les 13 mois de l'année, je dis 13 parce qu'il va du mois de janvier 2025 au mois de janvier 2026 compris. À partir de la page 130, il y a ce qu'on appelle les étoiles volantes mensuelles. Et donc là, pour chacun des secteurs, de mois en mois, pour les 9 secteurs de la maison, donc les 8 directions cardinales primaires ou secondaires et le centre, je vous dis clairement ce qu'il faut faire. Donc, si en début d'année, vous dites, OK, je sais que ma porte d'entrée ou ma chambre à coucher ou ma cuisine est située dans le secteur nord, ben, vous allez déjà pouvoir voir un an à l'avance avec l'agenda quelles sont les énergies qui viennent dans le secteur nord de mois en mois. Et si vous dites, par exemple, ah mince, je constate qu'au mois de septembre 2025, j'ai l'étoile de la maladie, l'énergie de la maladie qui vient dans mon secteur nord. Ben mince, si je ne prends pas cette énergie de la maladie en main, ben je risque ce mois-là de tomber malade. C'est pour ça que quand vous venez avec un plan et qu'on met ce qu'on appelle les étoiles volantes, donc ça n'a rien, on n'est pas Madame Irma, c'est pas ce qu'on veut dire, mais on arrive à lire votre vie comme un livre ouvert, parce que l'endroit dans lequel vous habitez, on peut lire votre vie en lisant le plan de votre maison, tout comme on peut lire votre vie dans votre thème astrologique. Donc, si vous savez des mois à l'avance, parce que je vous dis au mois de septembre 2025, il risque d'avoir une énergie qui provoque les maladies qui vient se nicher dans votre secteur. Donc, l'énergie qui rentre par votre port d'entrée va être une énergie qui est teintée de vibrations de maladie. Ben, il est fort à parier que ce mois-là, vous ou quelqu'un de votre famille tombe malade ce mois-là. Donc, pour éviter que la personne ou la famille tombe malade, vous allez devoir mettre en place un des 5 éléments, parce que c'est toujours ça. Et en l'occurrence, ici, contre la maladie, on utilise des éléments en métal. Donc, vous allez, par exemple, mettre un bac de parapluie en métal ou une statue métallique ou un bol tibétain, par exemple, à l'entrée. Ou des boules de pétanque. Ou des boules de Clarence Spitz. Voilà. Ou des boules de pétanque et... Nicolas Nuten aussi, je pense. Mettre dans l'entrée, effectivement, pour contrer ces vibrations de maladie. Et tout ça dans cet agenda. Non, y a pas... mais c'est passionnant. Et puis, surtout, ça vous montre, et je vois vos commentaires au passage, ça vous parle à vous, ça a l'air abstrait, mais en réalité, on parle de là où on vit, de notre quotidien, d'activités parfois aussi banales que de se couper les cheveux. On y revient si on a le temps. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu mieux, mais je pense que tu vas vulgariser ça tellement bien, j'ai lu que nous étions dans la période 9 depuis février 2024. Alors on y est pour 2 décennies, si j'ai bien compris. C'est une grande transition pour les personnes. Comment on se prépare quand il y a une transition énergétique comme celle-là, un changement de période? Alors, tu veux dire personnellement ou de façon générale? Parce que d'une certaine façon, on ne s'y prépare pas vraiment, ça nous tombe dessus. On subit dans ces cas-là? Non, on ne subit pas, surtout que l'énergie de la période 9 est considérée comme positive. On subit si on n'est pas synchro avec l'énergie. Dans le sens où si on vous dit que la période 9 est gouvernée par la spiritualité, par un élément féminin plutôt que masculin, par des innovations technologiques, par tout ce qui est connaissances non conventionnelles, etc.
Si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, que vous êtes plutôt orienté vers le masculin et que vous n'en avez rien à faire des mouvements féministes, etc., et que vous n'aimez pas manger bio, c'est clair que vous allez subir. Sauf que les énergies de la période ou de la planète, parce que c'est pas uniquement en Belgique, ça se passe tout au long de la planète, elles ne viennent pas là comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a commencé à infuser notre quotidien depuis 2017. Et quand vous observez ce qui se passe depuis 2017, qu'on constate tout ce qui se passe au niveau des mouvements féminins ou féministes ou le mouvement MeToo au Balance ton porc ou le fait que les gens soient de plus en plus orientés vers tout ce qui est nourriture bio, il y a de plus en plus de végétariens, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent les circuits courts aux circuits longs, de se fournir dans des commerçants locaux. Il y a plus, comme je disais, la femme prend de plus en plus sa place dans la société. Je pense entre autres à un mouvement comme les Louves du Polar, par exemple. Donc, c'est un très bon exemple aussi de cette énergie période 9. C'est quelque chose qui a commencé à s'infuser ou à s'immiscer, sans que ce soit négatif, dans notre vie depuis plus ou moins 2017. Donc, cette énergie de changement. Le fait que les gens soient de plus en plus orientés vers des connaissances non conventionnelles. Quand je dis non conventionnelles, c'est par rapport à notre propre système éducatif. Par exemple, il y a ces sciences que je pratique maintenant, comme tu disais en introduction. Bon, en théorie, c'est 28 ans, c'est pas 30 ans, parce que ça me prend un coup de vieux, mais il y a de plus en plus d'universités qui commencent à les enseigner. Par exemple, en Italie, à l'université de Turin, les sciences métaphysiques chinoises sont intégrées dans le cursus pour les architectes. Pareil, à l'université de Los Angeles, aux États-Unis, on enseigne le feng shui aux architectes pour qu'ils en tiennent compte dans leur plan. Le fait qu'on soit de plus en plus proche de la nature, que ce soit au niveau de la nourriture bio dont je parlais, ou comme cet attrait pour les sorcières, pour faire un clin d'œil à l'intervention de juste avant, tout ça c'est porté par les énergies de la période 9. Donc, est-ce qu'on les subit? Non. On constate le changement. On va pouvoir même en tirer profit, mais pas de façon pécuniaire, mais en jouir plutôt, si on décide de les suivre. Voilà. Donc, on constate aussi que, par exemple, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de grandes figures féminines qui vont être importantes ou qui vont émerger. Quand je pense par exemple à la cérémonie d'ouverture des JO, à un moment donné, pendant la cérémonie, ils ont voulu mettre en avant, ils ont mis en avant les grandes femmes de l'histoire de France, en parlant de Simone Veil, etc., avec les statues qui émergeaient. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça, Fred, mais ça, pareil, c'est très période 9. Donc, pourquoi on dit que la période 9 est plus féminine que la précédente 8, donc la période 8 qui était masculine? Ben, tout simplement parce que le 9 en numérologie et plutôt en I Ching, donc une des sciences métaphysiques chinoises, le 9 représente un membre féminin de la famille. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'énergie féminine va préconiser, prévaloriser. Et tu disais plus de spiritualité. Oui. Et puis, ce livre-là, dont vous voyez la couverture, mais chaque année, il revient. Et chaque année, il se vend un peu plus. Il fait partie du quotidien de plus en plus de monde. On a parfois l'impression que le monde part en sucette. Hein. Quand on regarde l'actu, moi je fais ça souvent, et je me dis, tiens, est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on cherche des réponses? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on va vers ce type de métaphysique et chercher des réponses quand on est perdu, quand tout part un peu en sucette comme ça? C'est clair. Et puis de plus en plus, comme tu dis, on a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. C'est pas surprenant parce que, comme je t'ai dit, on est en période 9, donc les gens vont de plus en plus s'y intéresser, surtout à partir de l'année prochaine, parce que l'année du serpent. En fait, là, je vais peut-être trop dans les détails, mais on vient terminer quand l'année du dragon se terminera, on termine ce qu'on appelle un cycle printemps en astrologie chinoise, et on va débuter un cycle feu, donc un cycle été, ce qui fait que les 3 années à venir,
vont être gouvernés par les animaux feu, donc les animaux de l'été, le serpent, le cheval et la chèvre. Ça veut dire que comme on est déjà dans une période 9, donc de feu, et qu'on a 3 années feu qui arrivent, c'est vraiment ces 3 prochaines années, effectivement, que cet attrait pour la spiritualité ou les connaissances, une fois de plus. Donc, parce que le mot spiritualité, alors qu'il est tellement naturel, il fait tellement peur en même temps aux gens. Les gens se disent spiritualité, oh, je vais devoir prier, etc. Non, ça n'a rien à voir. Spiritualité, ça peut être, dans son premier sens propre du terme, c'est être proche des esprits, d'être proche de la nature, parce que toutes les réponses se trouvent dans la nature. Et je suis convaincu que tous les problèmes à nos maux quotidiens de santé peuvent être dans la nature. Je ne dis pas, je stigmatise pas, je ne dis pas qu'il faut abandonner du tout la médecine occidentale, mais tout remède peut être trouvé dans la nature. C'est juste que parfois on s'empêche de le voir ou de comprendre. On est ce qu'on mange, donc pareil, en changeant son alimentation, on peut prévenir pas mal de maux et de maladies. J'ai oublié ta question. Oui, on cherche des réponses dans la nature, on cherche des réponses en spiritualité, et ce sera de plus en plus le cas. Il faut juste être prêt et le vouloir. Tout le monde est capable de pratiquer la spiritualité et la métaphysique. Il faut juste être ouvert à vouloir entendre ce que c'est. Et question que je me posais en découvrant ton travail, imaginons, je prends un jour au hasard, c'est complètement fictif, je vois que une activité est bien pour mon animal par exemple. Est-ce qu'il y a aussi un effet placebo, se sentir indestructible, parce qu'on a vu dans cet agenda que on était soutenu et ça nous permettrait peut-être de réaliser des choses voilà, différentes ou plus fortes que ce qu'on pensait faire. Est-ce qu'il y a un effet comme ça de l'auto-persuasion, j'ai envie de dire? Peut-être, peut-être pas, dans le sens où ça rejoint un peu ce qu'on disait avant avec la tripartition de la chance, que si tu vois que c'est le bon jour, ben, tu vas te sentir plus fort et donc dans tes actions même, tu vas te sentir soutenu parce que tu te sens fort. Donc, le jour est un tiers de ta chance, les actions que tu vas faire, c'est un deuxième tiers, donc tu vas déjà avoir 66% de chance derrière toi. Si en plus tu le fais dans une bonne direction, où on ne va pas parler de Chimendunja ce soir, ça va nous amener trop loin, mais si en plus tu vas utiliser le Feng Shui ou le Chimendunja pour te pousser et garder ce troisième tiers, ben là, effectivement, tu peux être indestructible. Après, tout est par cycle aussi. Donc, là, on a juste parlé de la journée, mais après, chaque individu traverse des cycles de sa vie où il est plus soutenu que d'autres moments de sa vie. Ça, je pense qu'on les a déjà tous ressentis. Mais est-ce que c'est un effet placebo, oui ou non? Je ne sais pas. C'est quand même des sciences qui datent d'il y a plus de 4000 ans, qui ont perduré depuis 4000 ans. Donc, si c'était vraiment uniquement du placebo, je pense que ça n'aurait pas forcément duré. Il faut savoir que on parle de métaphysique, donc quelque chose qui est au-delà de la physique, quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir, et donc du coup, la plupart des gens, souvent les cartésiens, s'ils ne voient pas ou ne croient pas, ben, ils ne vont pas pratiquer. Je me dis, les ondes radio, on ne les voit pas, pourtant elles sont là. Les ondes Wi-Fi, on ne les voit pas, pourtant elles sont là. Pourtant, vous utilisez, vous y croyez. Donc, je me dis, pourquoi pas croire aux énergies de la nature? Pourquoi pas? On aurait pu parler des hexagrammes mensuels et quotidiens, à quoi servent-ils, mais on va pas le faire parce que vous allez le découvrir dans l'introduction de cet outil. Oui. Je précise, je la fais courte, mais vu que tu en as parlé l'année dernière, les hommes et les femmes peuvent utiliser cet outil de la même manière, pas de distinction. Il n'y a pas une version homme et une version femme, ça tu nous l'avais expliqué. Mais ce que tu disais aussi l'année dernière, c'est que chaque année, tu penses que tu veux arrêter. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer, année après année? C'est des moments comme ceux-ci, ça peut sembler cliché, mais c'est des moments comme ceux-ci. C'est en fin d'année, comme en ce moment, pas cette intervention-ci, mais en fin d'année, comme généralement je me suis assez donné, ben, c'est le moment où j'ai généralement envie de tout bazarder, sauf cette année, bizarrement.
Comme tu disais, je suis multicasquette. J'ai une partie polar, j'ai une partie plus lumineuse, parce que dans chaque personne lumineuse, peu importe ce qu'on dit, il y a une partie sombre. Chaque personne, tout est question de yin et de yang. Donc j'ai besoin de cette partie polar aussi pour me ressourcer et m'illuminer encore plus, si je peux le dire comme ça. Cette année fut une année de changement, de transformation, année du dragon oblige, et j'ai énormément d'idées pour l'année prochaine. J'ai juste hâte de me remettre. Bon, après une petite trêve hivernale, les trêves hivernales chez moi ne durent que 10 jours, hein, donc je ne suis pas parti longtemps. Mais par exemple, tu parlais d'hexagramme et de trigramme juste avant. Je ne sais pas si vous remarquez le tableau derrière. Il y a un projet en cours qui est déjà bien avancé de mon côté. Donc, c'est des tableaux d'un peintre québécois qui s'appelle Martin Beaupré, qui est un artiste québécois bien connu au Canada et au-delà. Il y a une collaboration avec lui, c'est pas un partenariat, mais un projet collectif qui va se faire. Et donc, courant 2025, il y a un oracle qui va sortir, qui sera beaucoup plus pratique à utiliser sans vouloir dénigrer l'agenda. C'est pas du tout le même outil, mais vous savez comment fonctionnent les oracles, c'est sous forme de cartes. On va tirer une carte et cette carte va donner une réponse à vos questions, et ces questions ou ces réponses vont être basées sur les hexagrammes dont tu parlais juste avant. J'ai plein d'idées, il y a donc comme tu disais en introduction, phénix blanc, phénix noir. Donc ces 6 dernières années, je me suis avec Salvatore beaucoup concentré sur Phénix Noir, parce que c'était une collection qui nous tient à cœur et qu'on va continuer à porter. Sauf qu'en parallèle, depuis facilement 2-3 ans, j'ai notre diffuseur qui nous réclame des ouvrages en Phénix Blanc. Donc Phénix Blanc qui est plutôt orienté vers tout ce qui est taoïsme, bouddhisme, spiritualité, ésotérisme, métaphysique, etc. Donc ça montre bien que les énergies de la période 9 sont, pour te montrer un exemple, qu'effectivement les énergies de la période 9 sont là. Je pense que je suis un être humain normalement constitué avec des périodes de vive énergie, des périodes un peu plus faibles. Cette année pour la culture est une année un peu compliquée, donc ça nous a affaibli pas mal de ce point de vue-là, mais en même temps, il faut toujours trouver de quoi rebondir. Et donc, oui. Donc, pour répondre à ta question, tous les ans, j'ai une période où je me dis... Parce qu'il faut quand même se dire, ça fait 28 ans que je suis dedans, bientôt 30, mais pas encore. Bientôt 28, ce sera 30 en 2026. Donc 2029 l'année prochaine. Donc je pense en fait c'est une réflexion que je me fais souvent. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et finalement, en parallèle, je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses que j'ai besoin et envie de partager avec vous. Sauf que jusqu'alors, les gens, peut-être en période 9, n'étaient pas ouverts ou prêts à recevoir ce que j'ai envie de partager. Et j'ai envie de tester maintenant si les gens sont prêts. Si les gens sont prêts, tant mieux. Ceux qui sont prêts suivront. Ceux qui sont prêts viendront après. Mais au moins, je fais mon petit bout de chemin. Et puis, par contre, un changement qui va s'opérer, je pense que je serai moins dans la transmission sous forme de formation, mais plutôt dans la transmission sous forme d'écrit. C'est peut-être ça la différence. Envie que quelque chose reste, d'avoir ces objets, des cartes, des agendas. Je le fais pas forcément pour ça, parce que je suis qu'un maillot d'une chaîne depuis 4000 ans, mais j'ai besoin, et puis le changement arrive, il y a d'autres formations qui sont en vue, pour compléter davantage, je ne vais pas en parler forcément maintenant, mais pour compléter davantage cette offre ou ce contenu. Et comme je dis souvent, il faut, pour pouvoir transmettre ou partager, il faut se former, continuellement se former de mon côté pareil. Donc voilà, mais pas forcément envie qu'il y ait quelque chose qui reste, parce que de toute façon ça restera, vu que ça ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un élément qui transmet l'information des sagesses qui existent depuis 4000 ans. C'est comme ça un outil qui doit vivre, qui peut nous accompagner au quotidien. Bien sûr. Et parce qu'il est tellement beau qu'on a peur de l'abîmer, et en même temps on se dit mais il faut qu'il vive. On doit écrire dedans, on doit mettre, comme tu disais, les bonnes choses qui sont passées dans une journée.
C'est amusant, un si beau livre, mais qu'il faut un peu malmener comme ça. J'ai de plus en plus de personnes aussi, parce que depuis l'année dernière, il existe aussi en version e-book. Mon diffuseur de livres électroniques m'a toujours dit non, ça ne va pas fonctionner l'agenda en e-book. Et puis, on a fait le test l'année dernière, ça a bien fonctionné. Donc, cette année, il est disponible en e-book. Donc, vous pouvez très bien avoir une belle version sur votre bureau et une version sous forme livre électronique. L'inconvénient du livre électronique, c'est que vous ne pouvez pas forcément prendre des notes dedans. Mais vous avez toutes les infos qu'il faut si vous passez vos voyages aux Seychelles ou dans les îles Caïmans. Est-ce que le travail que tu proposes pourrait un jour être sous forme d'une application pour les smartphones? Ou pas? Alors, attention, oui. Kiko t'écoute, il va peut-être... Non, mais oui, ce serait bien que je rencontre Kiko, je pense, parce que pareil, là-dessus, j'ai plein d'idées, mais développer une application coûte des sous. J'ai pas forcément, je pense, les moyens pour l'application que j'ai envie de faire. Il y a un ami qui travaille sur un calculateur, mais sous forme d'application, pareil, mais que ce soit lui ou moi, on est toujours débordé par nos projets, donc c'est pas forcément la priorité, mais effectivement, il y a plein d'outils possibles et imaginables, effectivement, qui existent, surtout que les tableaux sont déjà prêts. On va retenir le... Mais oui, c'est ce que je me dis. On va retenir le pourquoi pas et le fait que tu veux rencontrer Kiko. Je sais pas si il est encore là. Oui, il est encore là. Il est peut-être tombé dans les pommes en réalité. Mais comme chaque année, tu le disais, et on va tout doucement finir, tu proposes les conférences. Est-ce que, pour donner l'eau à la bouche des personnes qui nous écoutent, tu en as déjà un peu parlé, beaucoup d'exemples concrets, on aborde ce que tu as dit ce soir, mais bien plus. Que proposes-tu pendant ces rendez-vous? Moi, je t'écouterai des heures. Est-ce que je suis vraiment objectif? Je sais pas, mais c'est pas mon rayon de prédilection et je t'écouterai des heures. Et à mon avis, ça doit être passionnant de venir à ces conférences. Mais on y entend quoi? Il se passe quoi? En fait, ça tombe bien que tu arriverais à m'écouter des heures parce que la conférence annuelle dure 6 heures. Quasi une journée, dure de 8h30 du matin jusqu'à plus ou moins 16h30 avec une pause déjeuner, bien sûr. La première partie de la journée est constituée par la partie astrologique d'abord. Donc, on va d'abord voir les prévisions plutôt au niveau mondial, géopolitique, financier, boursier, etc. Boursier un peu moins parce que c'est pas vraiment mon dada, mais quand même, je l'aborde. Ensuite, on va... Parce que là, tout comme vous avez un thème astrologique sur votre année, mois, heure et jour de naissance, l'année 2025, on va lui attribuer exactement la même chose, un thème aussi. Et donc, le but de la deuxième partie de la conférence, c'est d'aller vérifier ce thème de l'année par rapport à votre propre thème. Et je vais vous dire, c'est vraiment une conférence qui est individualisée ou personnalisée plutôt au maximum. Donc, vous allez repartir avec toute votre cabane d'informations nécessaires pour rendre de l'année 2025 votre meilleure année possible, en tous les cas, en tirer le meilleur profit. Je ne parle pas financier uniquement. Donc ça, c'est la première partie de la journée. Après la pause déjeuner, sera plutôt, on va s'orienter sur la chance. Donc la première partie de la journée, c'est la chance céleste, donc votre destin. Deuxième partie de la journée, c'est chance terrestre. Donc, votre lieu de vie, votre lieu de travail. Je vais vous dire quel élément vous devez mettre en place dans quel secteur. Donc, vous venez avec votre plan de maison. On travaille sur votre plan de maison. Et donc, je vous dis, par exemple, dans ce secteur-là, vous devez mettre du métal. Dans ce secteur-là, vous devez mettre de l'eau. Dans ce secteur-là, vous allez mettre vos plantes cette année. Donc, on travaille là-dessus. Ça, c'est la chance terrestre. Et puis, finalement, la dernière partie de la journée, c'est la chance humaine. Donc, quelles actions entreprendre à quel moment de l'année? Par exemple, vous avez un examen à passer, quel secteur de la maison vous allez pouvoir activer? Vous avez envie de vendre votre maison, mais quel secteur vous allez pouvoir titiller pour donner plus de chances à ce que cette vente ait lieu? Voilà, donc on parcourt les 3 types de chances, votre destin, votre maison, lieu de travail et les actions à entreprendre, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour tirer profit de cette année.
Allez, pour terminer, est-ce que tu as encore un petit conseil à nous donner pour l'année du serpent de bois? Là, comme ça, juste entre nous, avant de se dire au revoir. Soyez créatifs et innovateurs. Enfin, c'est peut-être, tu vas me dire, c'est des synonymes, mais soyez prêts à passer à l'étape supérieure et accepter le changement.